7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Le Texas est actuellement le terrain d'un bras de fer entre son gouverneur Greg Abbott et l'administration Trump. Pour rappel, le pays frontalier du Mexique avait érigé, notamment sous l'impulsion de Trump, des barrages, notamment à l'aide de barbelés, afin d'enrayer les arrivées massives et incontrôlées d'immigrés. Au-delà de la question identitaire, ces clandestins ramènent avec eux de nombreuses problématiques pour l'État texan. Ils sont par exemple à l'origine d'une grosse partie des importations de fentanyl, une drogue mortelle qui décime actuellement les États-Unis. Par ailleurs, tout comme en France, loger ce nombre trop important d'immigrés s'avère impossible pour le Texas, laissant alors à la rue de nombreux sans-abri mexicains. Visiblement peu soucieuse de ces problématiques, l'administration Biden a donc récemment ordonné la destruction de ces renforcements frontaliers qui permettaient au Texas de ne pas se faire submerger par les vagues migratoires. Greg Abbott, le gouverneur de l'État, a ainsi choisi de refuser la décision du gouvernement, allant jusqu'à opposer des forces armées soutenues par près de la moitié des États américains. Avec nous pour faire le point sur cette situation et notamment son impact dans la campagne électorale américaine, Alexandre Mindel. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors vous êtes journaliste d'investigation et de terrain, formé au Centre universitaire d'enseignement du journalisme de Strasbourg, collaborateur régulier à Réforme, Midi Libre et Valeurs Actuelles, et vous êtes auteur de Chez Trump. Et du JDD surtout, oui. Et du JDD. J'ai surtout écrit Chez Trump, et je réfléchissais à ce que vous disiez parce que vous disiez quelque chose de faux sur l'installation des barbelés au Texas. Oui. Vous disiez que ça avait été installé sous Trump. Ça n'a pas été installé sous l'impulsion de Trump, ça a été installé en 2021. Enfin, ça a commencé à être installé en 2021 et c'était déjà Biden le président. D'accord. C'était même une réaction en fait, à l'abandon par l'administration Biden de la politique de Trump, oui. Qui était celle qui s'appelait Remain in Mexico. C'est-à-dire que les demandeurs d'asile sous Trump qui sont très souvent d'ailleurs qui ne sont pas mexicains, c'est-à-dire que ceux qui se trouvent à la frontière mexicaine, qui cherchent à rejoindre les États-Unis, pour la majorité ne sont pas des Mexicains. Ce sont des gens qui viennent d'Europe. Ils peuvent venir d'ailleurs d'Europe, mais enfin la plupart viennent d'Amérique centrale. Voire du Moyen-Orient. Il y a une grosse partie de ces migrants qui viennent d'Afghanistan, du Pakistan, et qui, parce qu'ils sont au Mexique, qui est une frontière qui est plus facile à rejoindre en avion pour eux, essayent de se rapprocher le plus possible des États-Unis. Donc, sous Trump, la politique, c'était de dire, si vous êtes demandeur d'asile, on étudiera votre demande d'asile, mais vous restez au Mexique tant qu'un jugement sur votre demande d'asile n'a pas été rendu. Ce qui crée une pression migratoire énorme pour le Mexique, qui avait à gérer des dizaines de milliers de migrants attendant de passer les États-Unis du côté de sa frontière. Biden, arrivant au pouvoir en 2020, dit on va cesser cette politique. Maintenant, les demandes d'asile des migrants clandestins qui auront franchi notre frontière pourront être étudiées aux États-Unis. Ça fait un appel d'air gigantesque, incroyable, c'est-à-dire que des centaines de milliers de gens ont franchi cette frontière, se sont retrouvés avec des petites fiches élaborées par l'immigration américaine, leur disant des convocations en justice, leur disant votre demande d'asile sera étudiée par tel tribunal. Au Texas, en général, c'est le tribunal d'Austin qui gère ça. Et évidemment, la plupart des migrants se barraient mettaient le papier dans la poche et partaient ensuite aux États-Unis faire leur vie, travailler, j'en sais rien, dans la restauration, dans Alors évidemment, vous parliez de ces problèmes de trafic, de fentanyl, etc. Si j'ose dire, ils viennent pas vraiment travailler aux États-Unis. Mais enfin, cette nouvelle politique de Biden a créé un appel d'air considérable, et les États-Unis n'ont pas été capables de gérer finalement cet afflux de migrants à leurs frontières. Oui, ce qui est drôle, c'est que hier, Biden a annoncé qu'il reviendrait peut-être finalement à la politique du Remain in Mexico, qui n'était pas si mauvaise finalement. Parce que donc la décision de Greg Abbott de renforcer ses frontières, c'était simplement finalement une réaction à l'inaction du gouvernement Biden. Oui, alors en plus sur ce qui est de cette frontière barbelée, parce que là on parle vraiment de quelque chose de très spécifique. Hein. Oui. Finalement, les barbelés ont été mis sur une distance d'à peu près 7 km. C'est tout petit, hein. La frontière entre le Texas et le Mexique, pour rappel, c'est 2000 km. Donc il le met précisément dans un endroit qui s'appelle le Shelby Park, qui est un parc qui dépend d'une ville qui s'appelle Eagle Pass aux États-Unis, qui est
une ville frontière, en fait, à la frontière d'une ville très dangereuse qui s'appelle, on entend parler dans les films, Ciudad Juárez au Mexique, et qui a vu, tenez-vous bien, en un an passer la bagatelle de 370 000, juste à Eagle Pass, hein. Donc une toute petite ville qui doit faire 40 000 habitants, 370 000 migrants par cette frontière, en un an l'année dernière. Donc qu'est-ce qu'il fait, lui? Il met du fil de fer barbelé spécifiquement à cette frontière avec le Rio Grande, donc ce fleuve, et il met des barrages flottants constitués de bouées. Alors, il y a eu des drames. Il y a eu notamment, il y a 2 ou 3 semaines, la noyade de 3 migrants, pour le coup mexicains, une mère et ses deux enfants qui sont morts. Évidemment, l'administration Biden a dit, c'est pas possible, il faut retirer sur ce point de passage les barrages flottants et le barbelé qui avait été installé par la Garde nationale du Texas. Donc, ils ont appelé en urgence. Il faut rappeler que c'est la Cour suprême qui a, alors qu'elle est conservatrice, qui a autorisé l'administration Biden, la Border Patrol, à détruire ces barbelés et enlever les barrages, les bouées flottantes, sur cette seule petite portion de 4 miles. Donc, ça doit faire 7 km. Et qui voit passer quand même, j'ai fait le calcul, 1/10 des migrants clandestins aux États-Unis passent sur cette petite portion de 7 km. Ce qui est énorme. Alors, d'où cette espèce de guerre, si vous voulez, larvée entre l'administration. C'est digne d'un film américain, si vous voulez. Vous avez les locaux, qui sont les Texans, qui disent, nous, on n'en veut pas. Ça crée un problème de sécurité pour notre propre État. Et on va utiliser la garde nationale pour sécuriser notre frontière. Et l'administration Biden dit, comment, c'est notre frontière, c'est nous, gouvernement fédéral, qui avons à gérer notre propre frontière. Voilà la guerre aujourd'hui que se mène un gouverneur conservateur, Greg Abbott, dans un État qui finalement doit compter pour les 2/3 des passages clandestins, parce que vous avez d'autres États, la Californie, l'Arizona, qui sont frontaliers avec le Mexique. Donc, une guerre larvée, le tout dans un contexte de campagne présidentielle avec... Ça, on va y revenir. Mais avant cela, j'aimerais revenir sur cette guerre, finalement, qui oppose effectivement l'administration Biden et Greg Abbott, mais pas seulement, parce qu'on voit qu'il y a près de la moitié des États américains qui se sont mis à soutenir Greg Abbott. Bien sûr. Et donc, on assiste véritablement à une fracture au sein des États-Unis. Bien sûr. Alors, évidemment, il y a donc une lettre commune écrite par 25 gouverneurs américains, évidemment républicains. Donc ça fait la moitié des gouverneurs américains. Certains proposant d'envoyer leur propre garde nationale pour sécuriser cette portion de la frontière. Bon, je reviens sur le point suivant. Vous avez en ce moment un contexte de campagne présidentielle où l'immigration est le deuxième sujet d'inquiétude des Américains, suivant les sondages, le premier étant le coût de la vie. C'est pas tellement finalement différent de la France. Et vous avez ce contexte-là, et vous avez en ce moment le contexte aussi de cette loi qui doit passer au Congrès, qui lie, si vous voulez, le déblocage de 110 milliards de dollars d'aide pour l'Ukraine et pour Israël au problème de l'immigration. Ce qui fait que républicains du Congrès et administration Biden doivent s'entendre. Biden promet de dire on va sécuriser cette frontière, mais en même temps lâcher les 110 milliards que j'ai promis notamment à l'Ukraine. Donc vous avez en ce moment ce contexte-là, et vous avez le contexte de Trump en ce moment, qui se frotte les mains politiquement. C'est un cadeau pour lui. Il fait ses meetings en disant, regardez, l'administration Biden n'est pas capable de gérer, comme je le gérais moi, avec la politique du Remain et de Mexico, qui n'est pas capable de gérer l'afflux de migrants vers les États-Unis. Alors, quand vous parlez de la stratégie de Biden, donc d'expliquer qu'il accepte de sécuriser ses frontières si, à côté de ça, les républicains lâchent du lest sur les lois qui devraient être votées concernant l'aide à l'Ukraine, etc., c'est un véritable chantage politique, mais qui, pour l'instant, en fait les frais, ce sont les Texans. Et comment ils le vivent, ça et l'Amérique entière, hein, parce que, attention, le Texas, c'est pas, si vous voulez, les migrants... c'est un point de passage. Exactement, c'est un point de passage. Le Texas, oui, vous avez des migrants au Texas, mais les migrants malins rejoignent plutôt les grandes villes qu'on appelle les villes sanctuaires, où les migrants peuvent trouver logement, ne sont pas dénoncés, ne sont pas déportés, que sont les grandes villes démocrates de New York. En ce moment, il y a une crise des migrants très forte à New York,
Chicago, Los Angeles et San Francisco. Donc tous les États-Unis sont concernés. C'est pour ça que ça attire l'attention tellement de l'Amérique. Alors de l'Amérique, mais pas tellement de la France. Le sujet est assez peu sorti dans les médias. En revanche, dans le peu de médias dans lequel c'est sorti, on parle tout de suite de guerre de sécession, parce qu'effectivement, ça oppose deux pouvoirs assez forts. J'ai écrit un article dans le JDD sur le sujet. Justement, est-ce qu'on peut parler de guerre de sécession ? Oui, alors c'est un thème qui, moi, m'embête un peu parce que je l'entends souvent plus de la bouche finalement des Européens qui imaginent que c'est une vieille, comment dire, c'est un vieux fantasme en fait de se dire le Texas est sur le point surtout que c'est une économie gigantesque. Hein. Le Texas, ce serait la 8e économie du monde si le Texas était indépendant. Mais enfin, il ne faut pas exagérer, ils en sont pas là. J'ai vu passer n'importe quoi sur les fils Twitter, des images, comme toujours, des fake news avec des chars à la frontière. Enfin, il n'y a pas de chars à la frontière. D'ailleurs, Biden n'a toujours pas fait enlever les fils de fer barbelés à l'heure où je vous parle. Il y a quand même des forces armées qui s'opposent sur place. Elles ne se tirent pas dessus, je n'appelle pas ça une guerre. Mais elles sont sur place et il y a un jeu de... La vraie question, c'est est-ce que Abbott va laisser, donc, sur ce territoire, encore une fois, de 7 km, dans ce fameux parc qui s'appelle Shelby Park, est-ce que Greg Abbott va laisser passer la Border Patrol, qui, elle, est une administration fédérale, pour gérer ce coin de frontière? Alors, la réponse, elle va peut-être avoir lieu, finalement, si est débloqué en ce moment, ce qui est en discussion au Congrès, cette espèce d'accord bipartisan on va sécuriser la frontière, mais comme je disais, en même temps, vous acceptez de financer l'Ukraine et d'autres choses, notamment l'aide à Israël. Je pense que les républicains ne veulent même pas de cet accord parce que sous l'influence de Trump se dit non, surtout il ne faudrait pas qu'il y ait un accord qui montre que Biden arrive à sécuriser la frontière, revienne à la vieille politique finalement qui était la sienne, qui était celle de Trump, alors que Trump caracole en tête dans les sondages sur la question de l'immigration. Oui, en fait, ça lui permet d'assurer la première place de ce sujet dans les discussions pendant la campagne électorale. Et donc d'en faire son sujet de prédilection. Vous voyez l'influence qu'a Trump, parce que finalement, ils étaient au bord de conclure un accord. Trump se conduit déjà comme un président, et il dit aux membres de la Chambre des représentants, il dit surtout ne votez pas ça. Et il s'apprête à ne pas le voter, justement, pour faire perdurer cette crise à la frontière, pour l'amplifier encore. Ouais. Mais la politique, c'est sale aux États-Unis, peut-être encore plus sale qu'en France. Donc, si comme vous le disiez, Greg Abbott refuse de laisser passer la Border Patrol dans les jours qui viennent, en fonction de ses jeux politiques, justement, effectivement, on verra ça. Est-ce que s'il refuse de laisser passer la Border Patrol, c'est pas un signal très fort qui est envoyé aux autres États et qui signifie que finalement, on peut se retourner contre le gouvernement et qu'on n'est pas forcément obligé de leur prêter allégeance et de se plier à toutes les décisions qui sont prises? Est-ce que ça risque pas de créer une grosse fracture politique au sein du pays? Je vais vous surprendre, il y a pas sur la fracture politique, elle existe, mais pas tellement sur le thème de l'immigration où les gens sont plutôt d'accord. Aux États-Unis, il y a le fait même que Biden, vous voyez, se rende compte qu'il y a une véritable crise à la frontière, démontre qu'il y a plutôt un consensus là-dessus. Alors maintenant, vous me posez la question, est-ce que si Greg Abbott refuse... pour l'instant, la Border Patrol n'a pas encore formellement, si vous voulez, demandé l'accès au parc Shelby pour retirer les fils de fer barbelés. Je ne suis pas devin, mais j'imagine que c'est une question qui sera réglée, à l'issue de ce débat sur l'accord bipartisan. Mais en effet, vous avez raison. Il y a en plus, parlant du Texas, qui est vraiment un État que je connais beaucoup pour y avoir passé plusieurs mois, pour avoir fait des reportages d'ailleurs à la frontière entre le Texas et le Mexique. Sans parler de sécession, en plus, le Texas a une histoire, disons, un peu d'indépendance, vous savez, de République du Texas, qui a rejoint assez tardivement l'Union. Sans aller jusqu'à la sécession, il y a quand même cet esprit plus indépendant du Texas, je dirais, que de l'Arizona, ou alors ne parlons pas de la Californie démocrate,
qui, sur la question de l'immigration, est beaucoup plus coulante que le Texas. Mais c'est vrai que vous avez raison de souligner que 25 gouverneurs donnent l'impression finalement d'être dépendant, si vous voulez, de la décision de Greg Abbott. Parce que quand on parle de migrants, j'insiste sur le fait que vous les retrouvez pas seulement au Texas, mais vous les retrouvez au milieu du pays. Ouais. Donc ça n'intéresse pas tellement. Quand on voit la crise du fentanyl, qui a envahi les grandes villes et les petites villes, ça n'intéresse pas forcément je pense notamment, j'ai vu que la gouverneure du Dakota du Sud, Chris Noem, envoyait sa propre garde nationale. Ça les intéresse pas tellement d'avoir aussi une crise du fentanyl chez eux. Et pourtant, vous avez 3000 ou 3500 kilomètres entre le Rio Grande et une ville comme Fargo. Donc Est-ce que, rapidement, il nous reste pas beaucoup de temps, mais il y a quand même un point qu'on n'a pas abordé, c'est les relations avec le Mexique. Comment aujourd'hui se mène la politique entre les États-Unis et le Mexique ? Parce que vous l'avez dit, lorsque les frontières sont fermées, finalement, on a tous ces immigrés qui s'amassent à la frontière du Mexique, qui attendent là, et puis tout est congestionné, et à la moindre ouverture, effectivement, c'est la submersion. Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre en place une politique plus approfondie avec le Mexique pour aider ce pays lui aussi à faire face à l'immigration? Oui, mais vous avez raison. C'est d'ailleurs parmi les mesures qui sont dans le compromis qui est en discussion, une des mesures de Biden, c'est-à-dire d'aider sur place militairement, c'est-à-dire militairement, pas d'envoyer des soldats américains, mais d'aider financièrement l'armée du Mexique à tenir sa propre frontière. Et vous avez parfaitement raison c'est une très bonne question, parce qu'on oublie un peu de dire que c'est un vrai problème pour les Mexicains aussi. Il ne faut pas croire, les Mexicains ne veulent pas de cette immigration-là non plus. Parce que j'insiste sur le fait que ces gens qui passent à la frontière, pour la plupart, ne sont pas mexicains. Hein. Ils sont du Honduras, ils sont de l'Équateur, et aussi incroyable que ça puisse paraître, il y en a beaucoup qui sont du Moyen-Orient, d'Afghanistan, du Pakistan, et qui passent par là parce qu'ils se rapprochent le plus possible des États-Unis. C'était un vrai problème aussi pour le Mexique. Le Mexique est très coopératif sur la question. Il l'a toujours été, même sous Trump, contrairement à une légende. La coopération se fait plutôt bien. C'est pas tellement un problème du Mexique. Faut pas croire que le Mexique. Le problème, il tient aussi à la géographie de l'endroit. Je sais pas si vous connaissez l'endroit. Pour finir, le Rio Grande, contrairement à l'image qu'on peut en avoir des westerns, c'est une flaque. Hein. Ça se traverse à pied. C'est très facile. C'est d'où l'intérêt que pouvait avoir un mur construit sous Trump, parce que c'est une frontière qui est géographiquement très facile à traverser. La première fois que j'ai vu le Rio Grande, je me suis dit, d'ailleurs, non, je ne devrais pas le dire, mais je me suis dit... On va conclure par cette confidence. Mais vous pouvez le traverser à pied, la frontière. C'est vraiment... très facile. Écoutez, je l'ai pas fait. Vous n'avez rien dit, chers auditeurs, vous n'avez rien entendu. Merci beaucoup, Alexandre Mandel, d'avoir été parmi nous. Chers auditeurs, dans ce contexte d'élection, de campagne électorale américaine, je vous invite à vous procurer le livre d'Alexandre Mandel, Chez Trump, 245 jours et 28 000 miles dans cette Amérique que les médias ignorent. C'est édité chez L'Artilleur en 2020. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous, Alexandre Mandel. Vous êtes journaliste d'investigation et de terrain.